Bienvenue à vous du côté du 21 boulevard des Martyrs. Madame, monsieur, bonjour. Entre cinéma, poésie, philosophie, littérature, architecture et peinture, la culture a enfin son espace. Le Café de la Troie qui vous accueille bien sûr tous les jeudis de 14 à 16 heures pour analyser et approcher le monde des arts. Et cet après-midi, donc justement, nous reviendrons en grande partie sur cet événement, résidence artistique vague créative. C'est une exposition de création, de formation. C'est un espace, j'allais dire, de formation, de création et d'échange où l'art justement rencontre les enjeux environnementaux pour favoriser les échanges entre les participants et les experts autour des enjeux culturels, artistiques, tout ça bien sûr lié à l'eau. Et pour la rencontre de cet après-midi, nous avons celui qui va porter, qui va un peu être l'ossature de cette émission. Il s'agit de Aziz Tibingent. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est la première fois que vous passez ici au Café de la Troie, mais certainement pas la dernière, parce que vous me disiez, vous savez, quand je passais à la radio, vous n'étiez peut-être pas encore né, Karim Amiti, c'était dans les années fin des années 60. Alors Aziz Tibingent, vous êtes un médecin, enseignant universitaire. Vous avez été inspiré par la poésie dès votre enfance, dans le contexte de la guerre de libération nationale, et vous disiez dans votre ouvrage sur les chemins de la mémoire, la poésie m'a toujours habité, elle n'a jamais quitté depuis mon adolescence. Face à la souffrance humaine et face à la guerre, il y a comme une forme de résonance entre ce que nous lisons, ce que nous approchons dans vos univers, je le rappelle, sur les chemins de la mémoire, et ce qui se passe en ce moment même en Palestine, parce c'est l'enfant qui parle, et j'ai comme l'impression que vous n'avez jamais guéri de votre enfance à la lecture de votre ouvrage, Aziz Tibingent. Pour en parler également aujourd'hui de cette résidence artistique vague créative, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Ahmad Meziani. Bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro. Bonjour. Apparemment, vous avez perdu les bons réflexes, mon cher ami. Oui. Un plaisir de vous avoir. Comment dois-je vous présenter? Comment dois-je vous approcher? Ahmad Meziani, plasticien, directeur de maison d'édition Helium, qui est réellement dans l'excellence, et ça n'engage que l'animateur que je suis. Vous êtes également commissaire d'exposition, et quoi d'autre encore? Artiste plasticien. Très bien, donc pluriel, insaisissable. Artiste plasticien. Eh bien écoutez, vous n'êtes pas venu seul pour la rencontre de cet après-midi ici au Café de la Troie, bien sûr en direct jusqu'à 16 h. Malek Hamichi, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas retrouvé vous et moi, parce que vous évoluez hors de nos frontières, mais cela ne vous empêche guère de faire les va-et-vient. Vous me disiez, l'Algérie est pour moi une véritable source d'inspiration intarissable. Vous êtes artiste plasticien, sculpteur, mais également président de l'association Clé de Sol, je le rappelle. Clé du Sol, pardon. Ben, j'espère que vous ne prendrez pas la clé des champs, parce que vous êtes avec nous jusqu'à 16 h ici au Café de la Troie. Puis bien sûr, nous aurons d'autres intervenants en direct avec nous au téléphone, parce que les invités se suivent et ne se ressemblent pas. Au Café de la Troie, nous aurons entre autres Naïma Mehailia. Elle est plurielle également. Elle est intermittente du spectacle, conteuse, mais également performeur et ambassadrice du conte à l'étranger. Nous aurons également d'autres invités qui interviendront ici avec nous en direct sur les ondes de la chaîne 3, entre autres, je le disais, Meziani Mahmoud qui est vidéaste, Naïma Mehailia, je vous le disais à l'instant, mais également Abdallah Ghalem. Tout ça bien sûr est en direct. Bienvenue à vous au Café de la Troie. Rebonjour Aziz Tibingent sur les chemins de la mémoire, à travers bien sûr une forme de dialogue avec beaucoup de plasticiens sur lesquels nous reviendrons bien sûr un peu plus tard, des plasticiens que vous avez connus, que vous avez côtoyés et dont les univers vous parlent. C'est la raison pour laquelle ils accompagnent votre poésie. Aujourd'hui, écrire cet ouvrage-là sur les chemins de la mémoire, c'est pour lutter contre l'oubli ou lutter contre l'amnésie ambiante? Eh bien, je crois que effectivement, vous avez raison. Il y a aussi l'oubli, parce que la poésie m'a habité, comme vous l'avez si bien dit, devant un événement d'ailleurs tragique. J'étais adolescent, et cet événement, d'ailleurs, c'est écrit dans mon recueil de poésie. C'est la vision d'une femme d'un âge mûr avec ses deux enfants, d'ailleurs, qui était, voilà, et elle était dans une atmosphère, je dirais, tragique. Elle avait pratiquement perdu la mémoire, elle était ailleurs, et on venait de fêter l'indépendance. Vous savez quoi, désolé de vous interrompre, mais en vous entendant parler, cela me renvoie vers une image, celle de Kateb Yassine, qui lui donc justement parlait d'une femme également, qui avait perdu sa maison, ses enfants, sa famille, qui courait sans savoir où elle allait. Eh bien moi c'était
pas l'image qu'a vécu Kateb. Moi, c'est l'image que j'ai vécue, qu'ils ont vécu à la Basse-Casbah. C'était à la Basse-Casbah, c'était du côté entre la rue Babazoun et la rue Babloued. Et j'étais à l'époque lycéen, j'avais 15 ans. Et cette image, si vous voulez, c'est-à-dire il y avait un contraste très frappant entre l'euphorie indescriptible de l'indépendance. C'est inimaginable l'émotion, l'intensité de cette émotion de la liberté qui vient de naître en nous. Et d'un autre côté, je vois cette femme vraiment dans une désolation tragique, avec ses enfants, la misère, je dirais vraiment indescriptible. Et on verrait presque une des œuvres de Picasso, Guernica. Oui, si on veut. Oui. Et après, je suis rentré effectivement à la maison. J'avais mon cahier de l'époque, mon cahier d'écolier, comme vous appelez. Eh bien, le premier poème, j'ai écrit ce premier poème, c'était justement suite à cette grande émotion. Donc, c'était pour me libérer. D'accord. Une forme de catharsis. Catharsis, exactement. Me libérer. Et donc, finalement, elle a été la genèse de ce qui va suivre par la suite. Alors, donc, justement, cette détresse et cette violence vous a propulsé ou jeté sur les chemins de la poésie. Exactement. C'est exactement. Et de ce fait, si vous, en ayant vécu cette situation, j'ai continué effectivement à écrire. Je écris sur les différents... En général, c'est les différents événements qui m'ont marqué. J'ai écrit sur les événements... D'une manière indélébile, au fer rouge. Et donc, ce que je dis, moi, c'est que cette situation, finalement, m'a engagé vers la poésie, et la poésie m'a appris. Elle m'a appris, finalement, à dire, à écrire ce qui était dedans en moi. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est aussi, comme vous l'avez dit, une espèce de catharsis. Et de ce fait... Nous sommes dans la nuit du dedans, comme le disait si bien Jamal Amrani, que vous avez certainement connu et côtoyé. Oui, Amrani. Dans cette Algérie post-indépendante. J'adorais Amrani, Jean Sénac. C'était une autre période. Enfin, nous, on était à l'époque adolescents. Vous écrivez donc justement, vous écrivez à l'âge de 15 ans, j'ai vécu une charge émotionnelle intense à la vue d'une femme, seule, meurtrie, parlant à elle-même, pleurant à la folie, ayant perdu sa famille pendant la guerre d'Algérie. Cette scène m'a terriblement bouleversé. J'ai comme l'impression que cette scène-là, dont vous parliez à l'instant et dont vous parlez dans votre ouvrage sur les chemins de la mémoire, nous renvoie à ce qui se passe depuis plus de 2 ans en Palestine aujourd'hui. Il y a une forme de résonance d'une bouleversante et juste terrible, Aziz Tibigert. Exactement. D'ailleurs, il y a des poèmes qui sont, je dirais, qui sont un peu dans, comment dirais-je, la résonance. Une résonance dans le passé et dans le présent. Donc il y a cet appel, en réalité, cette situation, ce qui se passe actuellement, par exemple, en Palestine. Et on voit, d'ailleurs, il y a un poème, je ne sais pas si vous l'avez lu. Ne vous en faites pas, vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Et donc, qui remet sur l'actualité, tout en tirant, en fouillant dans ma mémoire ce qui s'est passé dans notre situation de guerre de libération nationale. Voilà, donc il y a tout ça. Un écho entre les deux époques. Un écho, effectivement. Après, effectivement, dans ce recueil, en réalité, j'ai plus de 200 poèmes. J'ai plus de 200. Donc le choix était difficile, j'imagine. Mais là, si vous voulez, je les partage en plusieurs volumes. Ça, c'est le premier. Mais il y aura, par exemple... j'ai écrit beaucoup sur la Palestine, par exemple. J'ai écrit beaucoup de poèmes sur la Palestine. J'ai écrit sur la décennie noire. Ce sont des événements qui ont marqué, finalement, l'humain. Et la poésie, je peux dire que la poésie, finalement, elle renvoie l'humain à son humanité, à ses valeurs authentiquement humaines. Et c'est ça, la poésie. La poésie, finalement... Et comment vous expliquez cette inhumanité et la folie des hommes hors de nos frontières? Alors, oui, c'est une question pertinente, mais moi, je ne suis pas... Vous êtes médecin. Je suis médecin, oui, je connais le domaine. Vous pensez les douleurs? Non, je connais le domaine, puisque j'ai exercé ici, en Algérie, j'ai exercé en France, j'ai enseigné à la faculté de médecine ici, j'ai enseigné à la faculté de médecine à Paris, etc. Et j'ai vadrouillé dans toutes les entreprises. Un globe-trotteur. Vraiment. C'est-à-dire, ça m'a beaucoup aussi aidé à comprendre le monde. Et surtout le monde dans son humanité.
pas uniquement dans son matérialité. Et la question que vous posez, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous vivons, si vous voulez, une temporalité humaine. Temporalité humaine, malgré toutes les avancées techniques, médicales, etc. Ouais. Et il y a une temporalité, peut-être les gens peuvent arriver jusqu'à peut-être 100 ans et tout. Vous avez la deuxième chose, la temporalité historique. Et vous avez la troisième temporalité, c'est la temporalité civilisationnelle. Donc on part des décennies, à des siècles, à des millénaires. Donc pourquoi je dis ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons cette situation, par exemple, aussi bien d'ailleurs en Algérie, pendant la période, comme on dit, qualifiée de période, que la période, par exemple, aujourd'hui, des guerres, l'Europe qui devient vraiment, je dirais, muette devant des atrocités terribles. Et qui est devenu également donneuse de leçons pendant de très longues décennies, pour ne pas dire des siècles. Oui. Hein. Et donc, censé venir nous civiliser. Quand la démocratie appelle finalement à tuer tout le monde, quand la démocratie appelle à armer avec des armes, je ne sais pas, de destruction massive, quand on intervient de façon comme ça, voilà, pour occuper, pour violer, pour exploiter, et on appelle ça la démocratie. Pour exterminer. Pour exterminer, vous avez raison. Voilà. Donc on appelle ça la démocratie et les droits de l'homme. Donc là, finalement, ces valeurs doivent être maintenant, j'allais dire, redéfinis dans leur sens, comme j'ai dit, renvoyer l'humain à son humanité. Vous savez, pendant des années, nous avions parlé des dialogues des cultures. Et aujourd'hui, c'est réellement cela? Ou serions-nous dans une forme de choc des cultures, docteur? Non, nous sommes dans une guerre... Le dialogue est-il encore aujourd'hui possible? Nous sommes dans une guerre idéologique. Nous sommes dans une guerre idéologique très intense et aussi qui utilise des moyens, je dirais, très sophistiqués et élaborés de façon, même la sémantique, le discours, etc., est codifié. Je ne sais pas si vous en tant que journaliste, vous connaissez juste tout animateur. Ça, hein? Oui, animateur, mais quand même. Et de ce fait, tout est codifié avec des moyens sophistiqués, des moyens énormes pour finalement, pourquoi? Pour manipuler, pour aliéner les populations. La guerre des images. La guerre Après la guerre des sons, c'est la guerre des images. Mais ces images et ces sons et ces mots rentrent dans une, comment dirais-je, dans une stratégie idéologique. Tout à fait. Pourquoi? Parce que finalement, si vous voulez, comment dirais-je, le monde s'est développé avec toutes les ressources humaines, les ressources matérielles, la technologie, etc. La question qui se pose aussi maintenant, si vous voulez, c'est-à-dire à l'occupant, au dominant, c'est-à-dire à l'Occident, c'est comment, parce qu'il arrive finalement, il voit que sa situation commence à s'ébranler un petit peu, commence un peu à fléchir dans certains domaines économiques, etc. À la Chine, etc., vous connaissez certainement. Et de ce fait, maintenant, il a, si vous voulez, il a deux moyens, moi c'est ça, deux moyens pour domestiquer finalement l'univers. Pour asseoir une politique. Alors quels sont les deux moyens? Les deux moyens, le plus soft, c'est justement l'idéologie dont je parle, c'est-à-dire les médias, l'image, etc. Et le plus hard, c'est la guerre. Donc là, il est finalement, si vous voulez, il agit de cette façon. C'est pour ça que les idées, comme par exemple on prend la France, quand même la France, je ne parle pas de tout ce qu'elle a fait, parce que là ça a été une génocide terrible, mais il y avait quand même une intelligentsia. Il y avait des intellectuels, il y avait des gens qui disaient non, c'est pas comme ça, etc., qui l'écrivaient, qui parlaient, qui même... à contresens et à contrevent de... bien sûr, donc il y avait une voix autre que celle de la domination, celle de l'exploitation, etc. Ces voix-là, malheureusement, aujourd'hui, elles sont étouffées. C'est ça la situation, étouffées vraiment de façon magistrale, étouffées. Ils parlent. Donc ils peuvent parler, c'est vrai, mais par des circuits parallèles, par des choses comme ça. Et de ce fait, nous voyons aujourd'hui l'Occident, l'Europe, les États-Unis, etc., parler le même langage, pratiquement les mêmes mots, pratiquement les mêmes images. Donc là, on est dans cette situation aujourd'hui. Ceci étant, si je vois la temporalité historique, donc si je dépasse, je me
comment dirais-je... C'est un terme qui revient souvent dans vos discours, hein, la temporalité. Oui, temporalité, parce que pourquoi on dit ça? Parce que je pense que parfois les gens, nous tous, on confond notre vie personnelle. C'est comme en Algérie, on dit effectivement, on va à l'Algérie avec, je sais pas moi, un jardin d'Éden ou je sais pas, tout. Le problème, nous, oui, par exemple, j'ai tel âge, mais la question c'est que notre âge, notre durée, elle est quand même limitée par rapport à l'évolution historique. Sauf que les mots sont éternels. Les mots sont éternels et aussi, par exemple, la colonisation de l'Algérie, elle a duré 132 ans, c'est-à-dire un siècle et pratiquement et demi. Tout à fait. Donc c'est quand même énorme. Mais ceci étant, il y a eu plusieurs générations qui ont connu plusieurs temps, j'allais dire, avec leurs moyens. Il y a des insurgés, il y avait comment dirais-je, les bandits d'honneur. Après, il y a eu la guerre de libération nationale. Mais l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, vous le savez aussi bien que moi. Oui, Aziz Dantibiquint. Oui. Voilà. Les vainqueurs, mais les vainqueurs ne sont pas toujours les vainqueurs. Sur les chemins de la mémoire, en direct ici, du côté du 21 boulevard des Martyrs à 14h, bientôt 19 minutes, peut-on réellement étouffer les mots dans votre ouvrage? Parce que vous écrivez à la page 34, « Pour toi, je couds des mots, j'ai appris à coudre des mots pour en faire un patchwork de vie, rapiécer de toutes parts, colorer à l'envie et cacher ma misère et ma nudité. Ils m'ont tout appris, ils m'ont tout pris, ma terre, ma mère, oui, ma mère, mon histoire, ma mémoire, mes étoiles du soir, mon clair de lune. J'ai appris à coudre des mots pour en faire une citadelle de liberté et de beauté. Tu sais, ne me reste que mon amour pour toi. Le soleil portera mon rêve. Je reviendrai, le chant sur les lèvres, te libérer de l'intrus. » Oui, les mots, ça dépend, vous l'avez si bien dit, ça dépend comment on les utilise. Tout à l'heure, on discutait, et je disais même que cette aliénation dont on parlait, on a cousu d'ailleurs des mots dans l'idéologie dominante, c'est-à-dire, comment dirais-je, qu'on définissait tout à l'heure. Donc, on utilise une sémantique, on utilise une manière, on utilise, voilà, tout ce vocabulaire, etc. On ne parle pas, par exemple, de résistants. On parle de terroristes comme nous. À l'époque, on parlait de Félaga. Tout à fait. Félaga, alors que c'était des résistants. Donc voilà. Donc si vous voulez, voilà. Donc les mots, si vous voulez, les mots rentrent aussi dans une problématique, si vous voulez, qui génère des idéologies. D'accord? Donc ça dépend. Ou bien les mots deviennent des mots libérateurs. C'est-à-dire, quand il dit, par exemple, Polluard, oui, liberté, j'écris ton nom, etc. Donc, si vous voulez, on va vers eh bien, il y a, ça c'est le pouvoir politique, économique, etc., qui va utiliser les mots, bien sûr, à leur donner de belles formes, de belles choses. Mais en réalité, finalement, assouvir, comment dirais-je, soumettre des gens... voilà. Là, vous le renvoyez vers les écrits, par exemple, d'un grand médecin algérien, à savoir Frantz Fanon, qui disait en ces termes-là, après les mouvements de décolonisation, il y a pire, c'est le syndrome du colonisé. Oui, c'est syndrome du colonisé, bien sûr. On en voit bien. Tout à fait. Exactement exemples. Ça. Des exemples. Oui. C'est-à-dire le syndrome... Plus présent que jamais aujourd'hui. La question, effectivement, souvent... malheureusement, je ne sais pas, mais ça, Frantz Fanon explique très bien, moi je ne suis pas psychiatre, mais effectivement, il y a certaines... Mais nous, on psychanalyse nos invités, c'est ça le café de la Troie. Oui, mais là, effectivement, quand on est ça c'est le problème quand on est un produit d'aliénation. À un certain moment, effectivement, on peut être aliéné, c'est-à-dire, peut-être malgré, c'est le phénomène d'acculturation. Tout à fait. Quand vous avez une acculturation sur des décennies, d'accord, on ne vous apprend pas ni votre histoire. Nous, moi j'étais à l'école républicaine française, jamais on m'a parlé de l'histoire d'Algérie. Pour vous dire, qu'est-ce qu'on faisait enfant? On avait le cahier par exemple d'histoire, cahier d'histoire. Et à l'époque, nous oblige d'acheter des images. Mais les images, moi je les connais tous par cœur maintenant. Charlemagne, François Ier, etc. Qu'on collait sur le cahier, mon cahier d'histoire, et avec bien sûr, voilà. Jamais vu, ni Horta,
ni Massinissa, ni Abdelkader, ni rien, rien, rien. Donc, pour vous dire, encore dans tous les domaines, quand on dit nous sommes des... Moi, j'étais comme ça. Hein, Nos ancêtres, les Gaulois. Vous étiez Gaulois, alors. Un descendant des Gaulois. Mais moi, j'ai vécu ça. C'est pas ma raconter. Non, tout à fait, tout à fait. Hein? Tout à fait, ouais. Donc, si vous voulez, je pourrais être... Mais c'est compliqué, hein, il ne faut pas voir. Quand tu es acculturé et qu'on te présente des choses comme ça, et de belles choses, de belles images, de belles histoires, etc. Quand on parle de Jeanne d'Arc qui a lutté, etc., donc il faut voir. Donc, si vous voulez, vous êtes imbibé, nourri, jusqu'à que l'éponge devienne vraiment saturée. Eh bien, si on est saturé à un moment donné, et on n'arrive pas finalement à avoir un regard différent, un regard qui met les choses dans leur véritable situation historique, eh bien, on devient profond. On va devenir, oui, plus royaliste que le roi. Hein. Aziz Tibigant, je le rappelle, sur les chemins de la mémoire, les mots poèmes. Est-ce que je me trompe? Parce que c'est l'émission de toutes les contradictions, on n'est jamais d'accord avec l'animateur, et c'est tant mieux. J'ai comme l'impression que l'enfant qui a écrit cette poésie n'a jamais voulu grandir. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, après plus de 60 ans de libération, de liberté également, une forme d'apaisement en vous et chez vous? Vous savez, moi je considère que la poésie, finalement, comment on peut dire ça, elle nous rajeunit, plus qu'elle nous rajeunit. Finalement, on reste effectivement un grand enfant. Un grand enfant, pas de façon un peu naïve, mais de façon de garder ses valeurs innocentes, ouais. C'est-à-dire des valeurs originelles, des valeurs primordiales, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la découverte, ça veut dire l'émerveillement, ça veut dire tout ça. Et ça, effectivement, je suis resté comme ça. maintenant tu peux me qualifier d'enfant, eh bien d'accord. Écoutez, votre œuvre vous échappe aujourd'hui, elle est dans les bonnes librairies, entre les bonnes mains, je le rappelle, Aziz Tibigant, sur les chemins de la mémoire, à 14h25. On va dire également bonjour à Melek Amichi. Bonjour. Vous étiez tout oui au discours de Aziz Tibigant tout à l'heure, artiste plasticien, sculpteur, je le rappelle, président de l'association Clé du Sol à Aubervilliers en France, mais vous aussi à travers donc cette association, vous avez toujours été dans le dialogue des cultures. Ça a été un peu votre cheval de bataille, votre fer de lance. Je ne l'ai jamais recherché en fait. Ouais, c'est venu. En fait, l'outil que je propose. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Bien sûr. En fait, l'outil que je propose pour le travail, on va dire le cheval de bataille, c'est juste le langage de l'art qui nous unit tous. Pourquoi? Parce qu'il a une dimension tout juste intrinsèque, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'autres preuves que par lui-même. C'est un langage en fait qui est universel, voilà, que nous partageons tous. D'ailleurs, je reviens à votre allocution tout de suite. Sur les chemins de la mémoire. Oui, être enfant n'est loin d'être une tare, bien au contraire. Pourquoi? Parce que je vais paraphraser ma mère, qui est une paysanne montagnarde qui ne parle ni français, ni arabe, ni bien sûr aucune autre culture que la langue de son terroir. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, à propos de Jeanne d'Arc que vous avez évoqué tout à l'heure, que si les Romiens, on dit les Romains, pourquoi? Parce que les gens qui sont dans le droit romain, vous voyez, donc on les appelle Roama, tu vois. Si jamais ils croyaient au rêve, ils auraient tous procédé à la shahada. C'est incroyable. Alors, ceci dit, quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, dès le 3e mois, il commence à rêver au lieu d'écouter. Donc, il rêve véritablement. L'ouïe, en vérité, n'est qu'accessoire. Et quand il arrive, bien sûr, dans la réalité de notre monde, il vient déjà avec un bagage que lui ont enseigné les anges. Vous voyez? Donc, retourner à cette enfance primordial, c'est pas juste l'enfance là du jeu forcément, mais c'est cet apprentissage que nous avons eu pendant tous les 9 mois qu'a duré notre rêve, ou peut-être 6 mois.
je ne saurais Il y a pas également vous ces dire. mythes fondateurs qui nous habitent et qui nous Maintenant, oui, les mythes fondateurs peuvent être Coca-Cola, Ferrari, je sais pas, pour le rouge, tout ça. pour certains. Oui, pour certains, évidemment. Ouais. Mais chacun, dans sa géographie localisée, peut apprendre plein de choses. Mais enfin, la culture primordiale, c'est celle-ci qui nous renvoie aux valeurs fondamentales, qui est le rêve, et que permet... vais revenir aussi à cette fameuse temporalité. Vous savez, dans la manipulation des masses, évidemment, de la création d'une majorité, de la dictature d'une majorité en vérité. Vous voyez, donc il a toujours été manipulé, certes. Mais il y a quelqu'un qui avait répondu je crois que c'était Deng Xiaoping, qui avait répondu à un responsable français qui lui demandait, avec une certaine aisance, que pensez-vous de la Révolution française? Alors, bien sûr, la civilisation chinoise, du haut de ses 5000 ans, lui dit, la Révolution française, il est trop tôt pour se prononcer. C'est incroyable. Il a raison. Mazel. Comment vous est venue l'idée donc justement de créer cette association, la clé du sol? C'est une façon également d'être dans une forme d'enracinement, même si cela évolue hors de nos frontières, de revendication, d'enracinement. Nous sommes dans une forme d'être dans des racines et des ailes. Les racines, en fait, la clé du sol, comme le dit si bien donc, son nom, c'est évidemment de connaître un petit peu ce qui nous entoure. On va essayer d'apprendre le b.a.-ba des choses, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une verticale, qu'est-ce que c'est qu'une horizontale, qu'est-ce que c'est qu'une couleur, qu'est-ce que c'est... Voilà. En vérité, nous l'avons, ce langage-là. C'est-à-dire le langage primordial, c'est en fait connaître les choses. Les choses ne sont pas phonétiques. La phonétique est venue bien après. Les gens dans le rêve, vous voyez une chose, vous l'entendez, vous la comprenez. Devant un arbre, devant l'image d'un arbre, vous n'avez pas besoin de dire qu'il s'appelle shajara ou arbre ou arbol en espagnol ou tree en anglais. C'est un arbre. Tu n'as pas besoin même pas de dire son nom. Vous voyez et vous comprenez. Donc nous nous enracinons justement dans ce type de langage. Nous le proposons bien sûr avec une didactique spécifique pour l'apprentissage des enfants. Et d'ailleurs les enfants, ils nous apprennent plein de choses. Vous voyez. Évidemment, nous travaillons avec, nous le mettons à disposition. Et là, évidemment... Des enfants de la communauté maghrébine ou des enfants de tout horizon? Indistinctement. Évidemment, comme nous sommes dans la proche banlieue parisienne, la plupart du temps, évidemment, ce sont des Nord-Africains et des Africains aussi de l'Ouest, principalement. Voilà. Donc, ma foi, ils accueillent ce langage avec une aisance extraordinaire. On dirait qu'on leur rappelle juste les choses qu'ils connaissent déjà, en vérité. Voyez. Vous êtes dans une forme de continuité. Une continuité naturelle. Oui. Vous voyez un petit peu. Et on les fait sortir vers les parcs, on fait quelques exercices expérimentaux, et puis on note tout ça. Et on propose mais la réflexion première, la directive première de cette association, oui, la clé du sol, elle est réellement dans quelle optique? Dans l'optique de l'enseignement du langage de l'art. D'abord. Voilà. C'est-à-dire comment décrypter, disons, une œuvre abstraite, par exemple, devant lequel les charlatans, évidemment, de l'image vont commencer, bien sûr, à délirer. Je vous assure, ils disent des choses complètement incohérentes, mais devant, bien sûr, l'appui de l'argent, de la monnaie, évidemment, ils vont vous faire passer... on va vous faire avaler toutes sortes de couleuvres. Voilà, ouais. C'est comme ça. Donc nous, on essaye de leur proposer, de leur donner des outils pour qu'ils sachent lire un tableau. Par exemple, on ne parlons que de ce qu'on peut leur offrir nous-mêmes. Et au-delà de cela, où est aujourd'hui la revendication identitaire Est-ce que cela réellement a une forme d'importance? Bien sûr. Aujourd'hui, depuis la création de l'association La Clé du Sol. Bien entendu, mais franchement, nous ne sommes pas dans un engagement politique. Loin s'en faut. Non. Mais enfin, la revendication identitaire... Ou la présence identitaire. Elle va se faire d'elle-même. D'abord, l'identité, c'est savoir qu'on est d'abord, comme vient de dire notre ami Aziz, c'est d'être un humain. C'est extraordinaire. Apprendre l'humanité. C'est extraordinaire être un humain. Ouais. Vous savez, là aujourd'hui, ce qui est proposé justement dans cette culture, c'est pire que l'animalité, vous savez, c'est la bestialité. Ouais. C'est-à-dire, on fait rentrer les gens dans une ivresse telle qu'on n'a même plus le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Réfléchir, c'est-à-dire réfléchir la lumière, attention. Hein. Vous voyez,
Donc réfléchir l'image, réfléchir tout ce qui nous vient dans l'imaginaire, vous voyez. Et malheureusement, nous tentons juste de donner aux gens un outil de travail avec lequel ils puissent lire ce qui nous est proposé à la lecture, en vérité, notre univers. Voilà, tout simplement. On va revenir à vous dans quelques instants, à 14h33 minutes. On va dire bonjour à Amar Meziani. Bonjour. Merci, rapprochez-vous encore une fois du micro, Amar Meziani, plasticien, directeur de la maison d'édition Hélium, encore une fois, qui a élargi son catalogue depuis 3 ans, 4 ans déjà. 5 ans. 5 ans, donc vous avez conjuré le mauvais sort, Amar Meziani. Oui, je crois. Très bien. Je travaille lentement et sûrement. Et sûrement. Je C'est tout à votre honneur, mais également commissaire d'exposition depuis de longues années. Nous le disions au sommaire de l'émission aujourd'hui. Nous allons revenir sur résidence artistique, vague créative, et tout ça est à conjuguer au pluriel. Hein. La vague créative. Comment d'abord vous est venue l'idée d'organiser On a fait appel à moi, c'est mon ami Zindine Safaj, qui est derrière la création. Donc il a essayé de créer à Tlemcen le musée virtuel de Tlemcen. Et à partir de cette expérience, il avait formé des formateurs pour la création d'un musée virtuel. Donc ils étaient partis sur le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel pour construire avec ces étudiants un espace virtuel, autant bien en scénographie qu'en amont, en photogrammétrie, qu'en création d'objets, de scénarisation, mais tout ça dans le virtuel, de scénarisation, de mise en place des objets avec toute leur signalétique sonore et scripturale. Et à partir de là, l'idée lui est venue d'élargir un peu cette optique du musée virtuel évident basé sur l'objet naturel ou l'objet archéologique pour la création d'un musée virtuel de l'eau. Et c'est une immense tâche. Nous en parlions déjà il y a quelques années de cela. Je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire, mais ce musée virtuel et cette thématique de l'eau, il y a pensé depuis longtemps. Je pense que Zinou travaillait dessus, mais comme c'est un sujet assez vaste, donc pour le canaliser l'eau aussi, c'est un peu, c'est délicat, donc d'où son approche scientifique. Avec les chercheurs, les scientifiques, les archéologues, à qui il donne une ouverture aux artistes plasticiens pour apporter un peu d'esthétisme et des choses relationnelles, donc plus humaines, aux approches scientifiques qui sont très méthodiques, très cernées. L'artiste, il est au-delà de ces considérations, il est même parfois irrationnel, chose que peut-être Malek n'aime pas beaucoup, parce que lui, il est bien cadré dans sa tête. Donc, et cette façon de mettre en place cette dynamique entre les chercheurs et les artistes, et il m'en a proposé de tenir ça, le côté artistique, et quoi de mieux d'associer Malek Amichi pour nous encadrer. Eh ben, une manifestation qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois, je le rappelle encore une fois, jusqu'au 9 mai, je pense. Jusqu'au 9 mai, parce voilà, exactement. Zindine Safaj va donner des conférences au niveau de Ravdaya pour toujours ramener des gens intéressants ou des gens intéressés par le sujet, quel que soit leur domaine, quelles que soient leurs idéologies, leurs idées, et avec tout toutes ces énergies, il va essayer d'en faire un musée. Nous sommes réellement dans une forme de nomadisme sans fin avec vous, Amar Meziani. J'espère. Oui, Alger, Blida, Ravdaya et peut-être encore un peu plus loin encore. Je dois rappeler qu'il est question pour ceux qui viendraient tout juste de prendre nos émissions ici au Café de la Troie, ce jeudi à 14h bientôt, 37 minutes, qu'il est question de résidence artistique, vague créative. Je le rappelle encore une fois, un espace de création, de formation et d'échange où l'art rencontre les enjeux environnementaux pour favoriser les échanges entre les participants et les experts autour des enjeux culturels, artistiques et aujourd'hui liés à l'eau. Pourquoi cette thématique de l'eau? Il paraît que ça va être la 3e guerre mondiale. La guerre de l'eau. Non, je pense que
que l'eau en lui-même, en tant que source de vie, Elle se raréfie. n'apporterait que de bienfaits à la terre. Donc, Oui. nous, on fait que spéculer, aussi bien Non les mais on parle politiques. souvent du pétrole, on parle souvent du gaz, C'est des et très rarement d'eau, hein, Malmesiani. Il faut s'y mettre maintenant. Oui. Donc, il faut s'y mettre parce que, comme tu l'as dit, l'eau se raréfie. Tout à fait. Et il paraît Comme que toutes les ressources naturelles, Il hein. paraît même que la nappe phréatique du sud commence à être polluée à cause des forages. Donc c'est une eau fossile et qu'il est temps peut-être de se pencher sur ce détail-là parce que c'est une eau fossile ne se régénère pas. Tout à fait. Et là, actuellement, avec toute cette frénésie agricole, c'est possible que la durabilité de cette eau fasse défaut. Alors, donc justement, j'aimerais bien savoir et avoir l'avis ou du moins la vision et l'approche de Malek Hamichi concernant cette thématique de l'eau. Comment est-ce que l'artiste, le créateur que vous êtes, l'a approché? Bah, c'est très facile en vérité. Bah dites-moi, éclairez ma lanterne. C'est Malek aussi Hamichi, facile que ça. Alors, vous savez, quand on considère aujourd'hui, on a parlé de civilisation d'ailleurs tout à l'heure, que l'idée quand elle m'a été soumise, bien sûr j'adhère évidemment à l'eau. Vous savez, j'entends quelqu'un dire derrière moi que l'eau c'est une bénédiction de Dieu, il faut en abuser. Vous voyez un petit peu, mais pas dans l'excès, bien évidemment. En fait, l'eau, c'est un élément, je le considère comme un élément... L'eau est source de vie, mais également source de mort. Hein. Oh, pas évident. De toute Ouais. façon, chaque fois de régénérescence, croyez-moi. Ouais. Avec Oui. le chamboulement climatique C'est aujourd'hui. juste- Oui, c'est vrai, c'est bien vrai. Et les sources, et les vies, mais aussi, c'est un élément destructeur. En Tout fait. à fait. C'est un élément de punition. C'est pour Pourquoi? ça que je vous Parce parlais source de vie, source de mort. c'est surtout source de punition. Oui. Quand on se conduit mal, eh ben, il y aura toujours La des- nature nous rappelle alors. Ah oui, on le rappelle à l'ordre par les raz-de-marée, par les tempêtes, Les inondations. les inondations, Tout à fait. ou même le stress hydrique, ou des fois même le manque. Le manque, c'est violent le manque d'eau. Mhm. Vous voyez un petit peu. Donc l'idée, en fait, j'aime bien la prendre sur cet aspect humain, comme le dit si bien. Un Romain. terme qui revient souvent également Eh dans ben, votre. c'est naturel. L'humain L'humain toujours. est à la source de tout. Pourquoi? Parce que si on ne se connaît pas nous-mêmes, Karim, si on ne se connaît pas nous-mêmes, comment voulez-vous qu'on sache qui est l'autre? Il faut d'abord se connaître soi-même pour pouvoir connaître qui est ton ami, n'est-ce pas? Donc la vision que j'ai, c'est un élément civilisationnel. Je rappelle juste encore une fois, durant ces conférences, ce cycle de conférences qu'on a eu avec l'université de Blida, même en ligne, on a rappelé le fait que les ciments civilisationnels peuvent être l'argent, la religion, comment dire, les transports, le cheval et tout ça. Mais tous ces éléments, en vérité, le FNA, comme on dit, ils finissent toujours par tomber en désuétude et la civilisation décline. Vous voyez, donc, mais l'eau, c'est extraordinaire. C'est toujours celui qui revivifie. Donc notre action, nous, on l'a mise dans cette résidence qu'on appelle artistique, mais donc d'expression artistique bien plus. On a choisi 2 villages. Ouais. Alors c'est dans les montagnes algéroises, Djman Serij, qui est qu'on appelle le groupement des sources, qui a plus de 2300 ans d'âge. Tout à fait. Vous imaginez un petit peu, Exactement. c'est énorme. Et un J'ai été autre. le témoin du passage du Et un temps. autre, sans l'avoir choisi, c'est une sorte de... On a eu beaucoup de chance en vérité. Et un autre village qui nous a proposé, bien sûr, là où on a installé notre installation artistique, un village qui est né en 1963. Pourquoi? Parce qu'il a été complètement anéanti par l'armée coloniale. En 1956, pourquoi? Parce qu'il est tout proche des gros maquis de lac Fadou. Et il a été donc, suite à cette source-là, en 1963. C'est très symbolique, hein. C'est venu comme ça, je vous assure qu'on n'a même pas cherché. Ouais. On n'a même pas cherché et c'est tombé, en fait, on a eu beaucoup de chance. Imaginez un village des plus anciens d'Afrique du Nord, c'est-à-dire plus de 23 siècles, imagine-toi. Je suis sûr qu'il a existé bien avant, allez savoir. Et un autre qui venait de naître. Et les deux ont formé, disons, des communautés admirables. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes familles. Par exemple, Djman Serij a donné des grands noms comme l'un des théoriciens de l'UGTA, en l'occurrence
Rappelez-moi son nom, s'il vous plaît, à cette heure-ci. Je ne sais pas. Voilà, non. C'est Aïssa Tidir, voyons. cette idée, oui. Aïssa Tidir. Ouais. Et bien sûr, son bras droit, Briki, Briki Aya, par exemple. Ce sont les théoriciens de l'UGTA, vous voyez un petit peu. Que j'ai connu. Donc ça a donné des bonnes familles. Vous voyez un petit peu. Ça a donné par exemple, comment on appelle ça, Cheikh Arabou Isgaren dans le Chabi, par exemple, et ainsi de suite. Donc vous voyez un petit peu. Ça coule de source. Quoi. Ça coule de source. Ça coule de source, voilà. Ouais. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Mais que représente cette sculpture ou cette création lors de cet espace? Je le rappelle encore une fois pour ceux qui viendraient tout juste de nous retrouver ici au Café de la Troie. Que représente votre création lors de cette résidence artistique Vague Créative? Où est-ce qu'on peut la voir? Jusqu'à quand est-ce que justement ces créations, les imaginaires des uns et des autres sont-ils visibles? Et elle est prévue dans le courant du mois de septembre. Ouais. Donc c'est un compte rendu. Oui, on va dire c'est une restitution. Voilà, une restitution avec, on va lui donner un peu de panache. Et un panache, c'est-à-dire qui mieux qu'un artiste, on va dire, peut lui donner un petit peu de beauté. Voilà. Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs ni quoi que ce soit. Vous pouvez. Les enfants, la source n'est pas juste que de l'eau, mais aussi, comme je l'ai rappelé tout à l'heure d'ailleurs, ça peut être une source de valeur aussi. Vous voyez, donc cette installation, pour le moment, je vous assure que on n'a même pas encore élaboré la maquette. Mais enfin, ça va être, on va essayer de proposer, même aux enfants, de venir, ou même pour les autres, de venir intervenir. C'est un vecteur très intéressant et très important qui revient souvent également dans votre réflexion et dans vos discours, c'est les enfants. Pourquoi? Source de transmission et... Parce qu'ils ne sont pas encore pollués par la culture ambiante. Ouais. C'est surtout ça. Et bien sûr, on les évidemment. conditionne d'une certaine manière. Non, j'aime pas. On les conditionne, c'est vrai. Voilà. C'est bien vrai. Mais quand on donne à un enfant, c'est-à-dire la possibilité de s'exprimer, je suis sûr qu'il va donner ce qu'il a de lui-même, pas autre chose. Lui ouvrir l'esprit surtout. Exactement. On va appeler Jawida Zekad dans quelques instants, bien avant bien sûr les 4 octobre de 16h. Naïma Mhailia, je vous le rappelle, c'est une intermittente du spectacle. Elle est conteuse, elle est performeur et également ambassadrice du conte à l'étranger. On revient à notre premier invité, Aziz Tibégan, je le rappelle, sur les chemins de la mémoire, les mots et la poésie dans les questions. Comment vous est venue l'idée de faire dialoguer ou d'échanger avec certains plasticiens, dont Madame Hachid, mais également d'autres plasticiens, bien sûr? D'abord, je voulais dire juste un mot. Allez-y. Un mot sur l'eau. L'eau. L'eau, c'est aussi le symbole de la pureté. Puisque dans les religions, dans les... monothéistes. La deuxième chose, c'est que dans la mythologie égyptienne, il y a ce qu'on appelle Noun. Ah bien sûr. Tout à fait. Et Noun... Et Nil aussi. Et oui, mais Noun déjà au niveau qui représente l'océan d'eau et qui est le dieu des dieux. C'est-à-dire, c'est lui qui a, disons, coordonne en quelque sorte, c'est-à-dire le dieu suprême de la création. Et donc c'est l'eau. Donc cette eau-là qui est pure et qui va au-delà finalement du cosmos. C'est-à-dire, et ça c'est effectivement dans cette mythologie. En tout cas, chacun dans sa culture, il pourra apporter quelque chose. Tout le monde a un rapport, ou bien plutôt concerné par cette question de l'eau. Nous, évidemment, quand on considère Arsh al-Rahman, c'est-à-dire le trône de Dieu, évidemment, c'est pas un kursi, comme les matérialistes veulent bien nous l'imposer, le matérialisme wahhabite principalement. Mais enfin, Arsh al-Rahman, c'est-à-dire produit une source infinie d'eau. Donc l'eau est vie. Est vie. Ce n'est même pas la vie, mais elle est vie. Voilà. Non, je voulais juste... Par exemple, le Gange. Même, pas seulement les religions monothéistes. Le Gange. C'est incroyable. Et puis vous avez les Sabéens. Vous savez que dans leurs mosquées, je ne sais pas si c'est des églises ou des mosquées, en tout cas, ils ont toujours un plan d'eau. C'est dingue ça.
Oui. Voilà, L'eau purificatrice. Hein. purificatrice, vivifiante. Comme la substance que nous vous invitons à siroter, le café, de la Café, 3. mais voilà, tout, on ne peut pas s'en passer, voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Non, je veux dire, votre dialogue et votre approche Oui, avec vis-à-vis les de artistes. certains plasticiens. Voilà. Donc, justement, Alors. Zohra Hachid, Eh qui est encore Halim Alamine, qui est dans comment dire, dans le questionnement et dans la tourmente à travers des personnages, à des yeux complètement exorbités, à travers. On ne sait pas réellement à quoi pensent les personnages de Halim Alamine, que nous avons également eu le plaisir de recevoir ici même au Café de la Troie. Alors, on a parlé de la poésie, maintenant on parle de... Bah, vous êtes entouré de plasticiens et de créateurs. Moi, Aziz je ne vous cache Tibigat. pas, j'ai toujours j'ai aimé, justement le dessin. J'étais petit, j'avais la poésie et je dessinais. Donc, je dessinais, je faisais des tableaux. Les premiers tableaux de la maison paternelle, cette maison, c'est-à-dire à l'époque, eh bien, c'était mes peintures, c'était des peintures des natures mortes, la mer, des trucs qui étaient donc encadrés, placés, voilà. Aujourd'hui, ça a changé entre nous, hein, quand je vois aujourd'hui. Alors, la question, donc, moi j'avais effectivement cette relation parce que j'aimais cette production artistique. Hein, j'aime l'art en général, pas uniquement, mais... Seriez-vous collectionneur? Un collectionneur, je veux bien, mais j'ai pas... non, j'ai pas assez de... Même si je suis médecin, ne croyez pas que j'ai pas... Comme tous les créateurs, je vous rassure, les artistes. Mais donc j'avais connu, bien sûr, Zohra Hachid. J'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien ce... Voilà, le problème de l'art, c'est qu'aussi, quand vous voyez peut-être là, il faut que je sois formé, parce que je ne suis pas formé. Hein. Donc quand je vois moi, quelque chose, comme par exemple un artiste qui va... Eh bien je regarde, j'essaie de... Et quand ça donne un élan émotionnel, je ressens. Donc, ça vous parle? Ça me parle. Ouais. Donc ça me parle, et donc j'aime bien. Ça, quand ça me parle, c'est vraiment, je suis... voilà, donc elle, effectivement, elle avait fait un livre. Et qui s'appelle Zohra aux éditions Casbah. Exactement. Eh bien, fait, j'ai ce livre-là. Et concernant Halim Alamine, il y a également un ouvrage qui lui est consacré par les éditions Apic. Et non, il y a comment Halim Alamine. Halim Alamine, j'avais connu son père. Son père, elle était encore, parce qu'elle est beaucoup plus jeune que moi en tout cas. Et son père, c'était un enseignant. C'est un enseignant et à l'époque, et après, j'ai vu ce qu'elle faisait comme truc. Ça m'a plu. Et après, elle avait fait... Des personnages très désarticulés parfois. Oui. J'ai trouvé ça fabuleux. Moi, hein, je me trompe peut-être. Et donc, elle a fait un bouquin, un livre, hein, dans lequel il y avait quelques mots poétiques de notre ami Boujdra. Oui. L'escargot entêté. Hein? L'escargot entêté. Je me rappelle plus les escargots entêtés, mais en tout cas... Une de ses plus belles œuvres du moins. Et donc, elle avait ses peintures, ces trucs-là. J'ai trouvé ça fabuleux. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Et après, mais je crois que cette dame, ce que j'ai senti, d'abord, elle a sa peinture, enfin son art, ses œuvres, c'est uniquement des portraits. Tout à fait, oui. Et qui expriment une violence, une inquiétude, ou une souffrance. C'est vrai. Et moi, la souffrance, eh bien, j'ai beaucoup aimé. Peut-être je me trompe hein, sur le plan. C'est l'effet miroir, Aziz Tibigat. C'est un miroir. Exactement. Vous savez quoi? Vous restez en notre compagnie parce qu'elle attend au téléphone depuis quelques minutes. Il s'agit de Naïma Mehailia, je le rappelle, intermittente du spectacle, conteuse, performeur, ambassadrice également du conte à l'étranger. Naïma Mehailia, bonjour. Bonjour Karim, bonjour à vous tous. Vous mettez vos casques, messieurs, vous mettez vos casques, parce que voilà. Parce que là, nous sommes en direct du Café de la Troie. Mais un plaisir de vous avoir avec nous en direct, malgré la distance qui nous sépare. Mais vous savez, la radio, hein, c'est magique. En un claquement de doigts, on pourrait se retrouver aux quatre coins du monde. On va revenir avec vous, si vous le permettez, sur cette résidence artistique vague créative. Eh bien, justement, d'abord, je lis ambassadrice du conte à l'étranger. Qu'est-ce que cela implique comme responsabilité et comme fonction, Naïma Mehailia?
Bon, ben, je redis bonjour à tout le monde. Bien sûr. Voilà. Eh ben, ce rôle qui m'a été donné par un grand festival international, Oui. c'est premièrement de protéger et de présenter le patrimoine algérien, bien sûr, tout d'abord. Et deuxièmement, mon rôle, c'est de choisir des conteurs et les présenter à des festivals internationaux, arabes ou européens. Et ça s'est produit plusieurs fois en Tunisie, le pays voisin, en France, en Espagne, même à Dubaï, à Sharjah, en Arabie Saoudite et en Irak. Ce rôle consiste à ce que moi, je présente des conteurs, je sélectionne des conteurs pour les présenter à ces festivals-là. Sur quelle base vous travaillez, Naïma Mahilia? Sur l'imaginaire, sur comment dire, l'appartenance, sur quoi les thématiques qui vous sont les plus chères? Ça c'est ma première question, si vous le permettez. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à avoir ou du moins à lire Nora Seval, qui est également conteuse, qui a édité une vingtaine d'ouvrages que nous avons eu le plaisir de recevoir ici. Elle me disait, en ces termes-là, vous pouvez ne pas être d'accord, les contes Karim Amiti n'ont point de frontières, ils se ressemblent presque. Je suis tout à fait d'accord avec Nora Seval, que je connais très bien. D'ailleurs, moi, je lui ai demandé une fois si elle pouvait me donner le droit de raconter ses contes. Et elle m'a dit, bien sûr, ce n'est pas les miens. Ce n'est pas les miens, c'est des contes qui appartiennent à tout le monde. Et j'ai toujours dit que le conte est voyageur, il n'appartient à personne. Exactement. Mais bien sûr que le conteur, il a sa manière, l'art et la manière de le raconter. Donc à chaque fois que ce conte est raconté, il naît de nouveau, c'est-à-dire il renaît de nouveau dans telle ou telle société d'après son dialecte, d'après son atmosphère, son air, sa culture. Par exemple, même les prénoms. Par exemple, je sais pas, moi j'appelle mon personnage Mahmoud, ou je l'appelle Tahar, ou je l'appelle Amé Tayyib, et ben dans d'autres sociétés. Vous l'appropriez du coup. Vous l'appropriez. Les prénoms qu'ils ont, les nominations qu'ils ont. Donc c'est ça. Le conte s'habille d'un nouveau habit là où il se pose. D'accord. Donc du coup, si je résume, si j'ai bien compris votre intervention et votre réflexion, vous voulez dire que Cendrillon, que notre petit chat ou le petit poussé, on le retrouve aux quatre coins du monde, à des périodes peut-être différentes. Oui, on les retrouve un peu partout. Le petit poussé, on peut dire Mqidesh. Exactement. On peut dire Benatout. On peut dire aussi Hacheche. Didouane. Oui. Donc on le retrouve. On retrouve la malice, on retrouve l'intelligence, on retrouve la morale. Elle est partout. Il y a des contes, des milliers de contes hindous, russes, qu'on les retrouve dans notre patrimoine. On abolit toutes les frontières du coup. Hein. Oui. On peut pas se, comment dirais-je, prendre un conte et dire voilà, il nous appartient, vous n'avez pas le droit de raconter, vous n'avez pas le droit de l'interpréter. Non, c'est faux. Qu'est-ce que vous avez créé, qu'est-ce que vous avez raconté? Racontez-nous des histoires lors justement de cette résidence artistique vague créative, Naïma Mahilia. Bon, dans ce projet colossal, moi dans mon atelier à moi, j'ai pris, par exemple, je vais faire des ateliers avec des lycéens, des étudiants universitaires et des femmes au foyer. Oui. Je vais faire des ateliers avec eux à part. Donc j'ai un atelier à Sidi Bel Abbas, j'ai un atelier ici sur Alger, et j'ai un autre atelier en Kabylie avec des femmes kabyles. Qui veut dire, on va parler de la thématique, bien sûr, on va pas sortir du sujet, on va parler de l'eau, et on va voir ce que les enfants du lycée ou du collège, ce qu'ils vont nous donner comme conte, qu'ils vont imaginer, créer, écrire avec toutes les techniques du conte. Et on va voir aussi les étudiants de l'université, les universitaires, qu'est-ce qu'ils vont nous donner, et les femmes au foyer, la mère, ce
qu'elle va nous raconter. Naïma, Et vous savez quoi, Naïma Mehailia? Quand je vous écoute, j'ai comme l'impression d'écouter Avava Inouva de Idir et surtout de Petit Fouroulou, hein, dans l'une des le plus... petit Fouroulou de Mouloud Faraoui. Exactement, Oui. et mon premier jour d'école, j'ai réellement ça. Quand c'était daté d'hier. Exactement, je m'en souviens comme si cela datait d'hier, mais je vous assure, vous racontez tellement bien, et si nous devions retenir qu'un seul conte à raconter, à transmettre à la génération d'aujourd'hui qui est obnubilée par les techniques dites modernes et l'intelligence artificielle, qu'auriez-vous à nous dire, Naïma Mehailia? C'est une question qui revient toujours. Moi, ce que je dirais d'après mon expérience comme conteuse, c'est vrai qu'il y a plein de livres maintenant, la technologie, on a même, il y a tout, il y a sur Internet, on peut trouver la voix qui raconte, on peut lire des contes déjà édités et écrits, ça c'est trop beau, hein. Mais le conteur, il a tout à fait un autre rôle, parce que le conteur, quand il commence là en face de son public auditoire, il présente son conte, il le raconte avec amour. Donc le conte sort du cœur. Qu'est-ce qu'il va toucher? Il va toucher les cœurs de ceux qui l'écoutent. Naïma Mehailia, qu'il est doux d'écouter des histoires. Vous étiez avec nous en direct. Hein. Merci beaucoup, vraiment. Intermittente du spectacle, conteuse. C'est moi qui vous embrasse et on se retrouve dans quelques instants, juste après le conte. Le flash d'information. À tout de suite. Et donc le temps d'un flash d'information et nous voilà de retour pour aborder d'autres questions auprès des intranquilles de la culture. Avec bien sûr nos invités pour celles qui auraient peut-être raté la première heure, Aziz Tibegant pour son ouvrage sur les chemins de la mémoire, les mots bien sûr, poèmes. Et nous reviendrons pour cette deuxième heure, bien sûr, sur un événement qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, à savoir donc la résidence de création Vague Créative, et tout ça, bien sûr, est à conjuguer au pluriel. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Armal Meziani, bonjour, plasticien, directeur de la maison d'édition Helium et commissaire d'exposition. Avec nous également Malek Amichi, je le rappelle, artiste plasticien, sculpteur, président de l'association La Clé du Sol qui se trouve, qui est implantée entre parenthèses à Aubervilliers. Et puis d'autres intervenants un peu plus tard, ici au Café de la Troie, nous aurons avec nous le plaisir d'avoir en direct Ralm Abdallah qui est philosophe et chercheur, mais également Mahmoud Meziani qui est vidéaste. Voilà donc pour étancher votre soif culturelle comme tous les jeudis de 14 et ce jusqu'à 16h, 2 heures durant pour approcher le monde, du moins les arts autrement. Aziz Tibegant, rebonjour. Sur les chemins de la mémoire, nous parlions de votre rapport à la peinture, de votre rapport à certains créateurs et en particulier à une certaine Halima Lamine à travers ces personnages complètement désarticulés, parfois même trop inquiétants. En quoi donc justement ces visages et ces corps parfois même absent, vous parle-t-il, ou du moins comment vous l'approchez, comment vous mariez ces œuvres à vos univers poétiques? Moi, je ne sais pas, quand j'ai vu ces visages, on vous parlait, c'est vrai, c'est une multitude de visages, et ces visages, je ne sais pas s'ils ont fait éruption dans ma mémoire dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ils sont venus un peu raviver cette mémoire de souffrance, de la guerre de libération nationale. Et donc ces images-là, ces portraits, si vous voulez, avec leur douleur, leur souffrance, qui s'expriment vraiment de façon vraiment violente, violente. Même les couleurs sont violentes, du rouge, etc. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que j'arrive pas à m'expliquer, mais en tout cas, ils ont fait vraiment, ils ont pesé dans ma mémoire. Ils ont pesé. Ils ont mis leur poids dans ma manière, finalement, j'allais dire, d'inventer ou de chercher ou de... Ils se sont presque imposés. Imposés par rapport aux mots. Ouais. Par rapport aux mots. Donc il y a une espèce de mot, parce que les mots, c'est aussi une autre histoire. Parce que les mots, quand on écrit comme ça, d'abord il y a une émotion. J'écris pas, je suis pas moi un administrateur. J'ai pas tel jour, tel truc, non. Ça vient, c'est un jet. Ouais. C'est une espèce de jet qui vient, etc. Parce que je vois quelque chose. Et cette chose-là, donc, une situation, et ça déclenche en moi, comment dirais-je, un torrent de mots. Un torrent. Ce torrent, il faut d'abord que, comme vous l'avez dit, de le canaliser. C'est la première chose, canalisation. Et donc, je le canalisais comment? C'est-à-dire, donc je l'écris
dans ma tête, mais aussi, parfois, je ne vous cache pas, dans un bout de papier. Ouais. Et je vous raconte des histoires. Par exemple, à Paris, une fois, j'étais dans le métro. Et je vois, et je suis parti très tôt le matin travailler, en tant que médecin des démunis, des travailleurs, et 5h30, je crois que c'était le premier métro. Et qu'est-ce que je vois dans ce métro? Que des Maghrébins, que des Africains, Ouais. c'est-à-dire qui sont des ouvriers, et effectivement, ils discutaient, après, descendaient. Ceux qui ont et ceux qui construisent la France, encore une fois, aujourd'hui. Bien sûr, qui construisent, bien sûr. Dont on ne parle pas. Bien et, sûr, mais bien sûr. Que l'extrême Et- droite essaie et- aujourd'hui d'un revers ils de la main effacée d'une Ils manière. descendent, ils vont dans le truc, le café, prendre un café. Je suis parti avec eux, j'ai pris café. Et après, eh bien, j'ai écrit un poème sur ce. Je peux vous raconter. Sur ces gens-là. Sur ces gens-là. Et donc, voilà, ce sont des rencontres. Voilà, des rencontres qui sont. Qui sont portés par l'humain. Qui sont portés par l'humain et qui vous donnent cette humanité en rêve, en imaginaire et avec des mots. Et ces mots, le problème, c'est qu'il faut les domestiquer. Parce que parfois, le flux de mots comme ça, il s'impose. Les mots s'imposent. Mais les mots sont également sauvages, ils peuvent vous Ça- échapper. hein. Ils s'imposent. D'abord, je ne sais pas si vous avez lu mon histoire sur les mots. Mais Ils bien, tout s'imposent. à fait, votre Donc, rapport aux mots. hein. Après, il faut justement, comme on a dit, de trouver. À un certain moment, parfois, ils sont imposés que moi, j'ai dit, tiens, j'ai plus ma liberté de chercher les mots. C'est-à-dire de choisir, puisqu'il vient dans ma tête et il me voilà. Les murs ont aussi des mots à dire, mon cher ami. Oui. Les murs ont des mots à dire, rêves à dire, songes à maudire. Les mots ont des mots à dire, des mots murés dans le corps des pierres, murmures nourris par le tumulte de la rue. Les murs ont des mots à dire, mots inaudibles, cris collectifs, récits ironiques, paroles indicibles, mémoire anonyme. Les murs ont des mots à dire, mots tagués, mots collés, mots gravés à la sauvette, dans la douleur des mots, avec le délire des mots. Et là, du coup, on est en communion avec l'une des œuvres de Zora Hachid, qui a pour titre Craie blanche, sorti en 2009. C'est ça. Donc c'est craie blanche, voilà. D'un côté les mots qui sont tagués, etc., qui sont parce que là c'est pris par rapport d'abord au artiste et aussi ce qu'on appelle le street art. Le street art, ouais. Et donc j'ai vu beaucoup comme ça, des choses magnifiques, hein, des choses vraiment qui décrivent cette détresse ou cette lutte ou cet espoir de ces comme chômeurs, etc. Donc là, ça m'a donné ce type de... Et à la page 83, j'ai comme l'impression que les martyrs reviennent cette semaine, encore une fois. Je ne sais pas si vous serez C'était la semaine de Ouattara. Exactement, tout à fait. Tahar Ouattara. Alors, vous écrivez, oui, nous reviendrons des territoires bannis, des continents exilés, nous reviendrons des îles affamées, des pays conquis, nous reviendrons des coins du monde et des forêts mutilées, emportées par les vents étrangers. Nous reviendrons lutter contre les barbares notoires, les assassins de l'histoire. Nous reviendrons des tombes martyrs, des fosses communes, des cimetières engloutis, des villages rasés, des terres brûlées, des citadelles de torture, des couloirs de la mort. Oui, nous reviendrons instruits, expérimentés de nos luttes présentes, de nos erreurs passées, avec notre héroïsme légendaire et notre résistance millénaire. Et justement, la résilience aujourd'hui est-elle encore possible ? Oui, moi je pense que la résilience fait partie de l'humain. Il y a résilience, il y a aussi repentance. hein. Non. Parlons d'abord de résilience. Se reconstruire malgré toutes ces douleurs. Bien sûr, exactement. Ouais. Donc, justement, en général, dans ma poésie, même si elle part d'une situation de détresse, de vraiment de situation difficile, de lutte, etc., mais moi, je suis un homme d'espoir. C'est-à-dire que la poésie, ce sont des mots d'espoir. C'est-à-dire, la poésie, pour moi, si vous voulez, elle nous donne cet imaginaire, ce rêve. Mais elle construit, elle nous ouvre des horizons d'espoir. Elle nous ouvre des horizons de beauté. Elle nous ouvre des horizons d'amour, des horizons justement de solidarité, de fraternité, de paix. Donc c'est ça la poésie pour moi. C'est un torrent qui va nous amener vers l'humanité.
nous aurons deux mots qui sont dans une, comment dirais-je, dans une espèce de métaphore, des mots qui sont magiques, des mots qui ont une rythmique harmonieuse, et tout ça, c'est de la poésie. Et ça nous mène, et ça mène l'humain à regarder autre chose, c'est-à-dire que la situation qui est douloureuse, pour construire un nouveau monde, pour construire effectivement des choses nouvelles, des choses qui sont le partage des humains, des partages du travail, de l'art, de l'histoire, etc. Il y a un journaliste qui a également préfacé votre ouvrage sur le chemin de la mémoire. Il s'agit de Alsri Metref, qui a organisé plusieurs manifestations culturelles, entre autres Montagnard. Pardon ? Les racontards. Et Racontard, exactement. Racontard avec un grand artiste, bien sûr, qui était votre professeur, Denis Martinez. Voilà, et qui dit de vous, Aziz Tibenguet, il dit, j'ai dit plus haut que sa poésie, autant que son art médical, le rapprochait de la culture populaire. Mieux que ça, il écrit de la poésie populaire en algérien et des poèmes comme celui consacré au Hétaïste, publié ici sous sa propre traduction. Hétaïsme, histoire, mémoire d'une génération et d'un pays tumifié. Les mots qu'il combine d'un art poétique respectable sont l'écho multiplicateur des entailles qui incisent la peau fragile de notre être collectif et immémorial, encore une fois, mais lisons-le plutôt. C'est ça ce que nous proposons également à nos auditeurs aujourd'hui. Poussez les portes de votre libraire habituel, demandez cet ouvrage qui est réellement témoin de cette Algérie d'hier, d'aujourd'hui et celle de demain qui se dessine, bien sûr, sur le chemin de la mémoire des mots, poème à 15h bientôt, 14 minutes. Et nous allons également revenir aujourd'hui avec d'autres invités au 021 48 2x15 et cet événement, pour ceux et celles qui viendraient tout juste de prendre nos émissions en cours, résidence artistique Vague créative. Je reviens à vous, Amar Meziani, si nous revenions principalement sur cette conférence à l'Office de la Vallée du Mzab, qui, elle, est prévue le 27 avril, où il sera question du patrimoine algérien à l'ère du digital. On est aujourd'hui dans une forme de défi et d'opportunité de l'intelligence artificielle. C'est en continuité du travail de M. Zino Safaj, l'initiateur de cette résidence. Il va encore chercher des bonnes volontés à travers toujours son discours sur l'eau, sur le 2.0, le musée 2.0. Donc son cheval de bataille, c'est le musée virtuel. Moi, je voudrais revenir un peu sur les conférences qui ont été déjà données. Et ce qui était important, la formation qu'a donnée Martine, plutôt Marine Fournier. Elle a donné formation des gestions des projets culturels. Entre autres, dans cette démarche de formation de la gestion dans les projets culturels, elle donne les clés à ceux qui vont assister, qui assistent et qui assisteront à cette résidence pluridisciplinaire sur l'eau et l'environnement, les moyens de rédiger un peu leurs projets, soit des micro-projets qui adhèrent au projet global du musée de l'eau 2.0, soit à des micro-projets qui vont dans la démarche de cette eau, donc une démarche physique, plus physique que virtuelle. Cette résidence pourrait aboutir à des micro-projets aussi bien sociaux, micro-projets anthropologiques, des micro-projets économiques autour de l'eau. Et bien sûr, le rendu, nous le disions en première heure, aura lieu le mois de septembre. C'est un premier rendu, c'est juste le premier rendu. Ouais. Donc c'est une première démarche. Cela se passera où? Est-ce que c'est ouvert Il y a des pistes donc pour aller déjà sur Parlez-moi de ces pistes, justement. Ça sera peut-être un travail sur les Fougara, donc autour des Fougara, soit à Timimoun, soit à Adrar. Il y aura d'autres pistes dans les villages de la communauté de Valenciennes, donc, où on invitera des artistes qui ont un peu travaillé dans leur discipline à venir proposer leur argumentaire au niveau des villages de la communauté de Valenciennes.
On va revenir bien sûr sur le patrimoine algérien à l'ère du digital. C'est un défi que vous essayez de relever à chaque fois dans pratiquement toutes vos manifestations. Malek Kamichi, vous qui êtes artiste plasticien, sculpteur et président de l'association Clé du Sol. Oui. L'ère du digital et surtout de ce que les médias aujourd'hui considèrent comme, du moins pour certains, comme un véritable danger qu'est l'intelligence artificielle. C'est vrai, on peut en parler. Ouais. Tout à l'heure d'ailleurs, Mahmoud Meziani, qui est vidéaste, s'est évertué donc à faire cet exercice-là de rendu, disons, de notre sortie pour explorer un petit peu l'endroit de la résidence artistique, c'est-à-dire dans l'endroit dans lequel nous allons nous exprimer. Donc il a laissé libre choix, c'est-à-dire il a fait exprès en vérité de laisser la fameuse intelligence artificielle diriger les choses. Allez, pourquoi pas. Donc elle lui a pondu disons un poème en trois langues. Alors j'ai fait le rapprochement en fait avec ce qu'on pourrait appeler la naissance des grands mouvements artistiques, dont le surréalisme, n'est-ce pas? Alors le surréalisme, il avait un des outils, c'était la recherche du non-sens. C'est grave le non-sens. Tout à fait. Vous voyez un petit peu, vous imaginez. C'est-à-dire, dès qu'on dit un non-sens, c'est un mystère. Ouais, c'est un mystère. Mystère, c'est quand c'est un non-sens, c'est un non-sens. La Trinité, c'est un non-sens. Excusez-moi, je dois parler comme ça. Et avec tout le respect que j'ai pour les autres religions, les autres croyances. Mais au bout d'un moment, on vous dit, est-ce qu'il est créateur ou est-ce qu'il est procréateur? C'est un mystère. Non, il n'y a pas de mystère dans un non-sens. Vous voyez un petit peu. On va pas faire un débat sur l'existentialisme non plus. Même pas ça. C'est juste sur la sémantique, si chère à l'ordre des choses, à l'ordre de ce qu'on est en train de dire. Alors, parmi l'un des outils qu'a proposé le surréalisme, c'était l'écriture automatique. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas, tu écris n'importe quoi. Pire encore, des fois des coupures de journaux, et il coupe des mots, il les agence un petit peu, et il te pond quelque chose complètement décousu. Ensuite, il va rechercher le sens. Et c'est ça l'intelligence artificielle. Pour le moment, je vous assure, c'est l'impression que ça m'avait donné. Ouais. Non, au bout d'un moment. Je pense que le travail de Omar Meziani. Non, c'est pas moi. Mahmoud Meziani, ce n'est pas comme ça. Lui, il a fait l'expérience en fait avec ça. Ouais. Donc ça lui a... Non, j'ai pas dit que c'était ça. Je veux dire, aujourd'hui, il y a comme une forme de peur vis-à-vis de cette intelligence. Bien sûr, de crainte, de peur, de questionnement sur l'intelligence artificielle. Comment adopter cette intelligence artificielle? Oui, il est question de ça. L'intelligence artificielle adopte lui-même. Mais comme disait Aziz Tebenket, comment la dompter, cette intelligence? J'y arrive justement, je vous assure. Comment la gérer, comment la canaliser, comment la dompter, entre parenthèses. Il y a justement un exemple tout à fait édifiant sur ça. Il avait parlé justement de la source comme sortant d'une grotte. Vous voyez un petit peu, la grotte, on dirait que ça sort de nulle part. Mais moi quand je me suis permis, bien sûr, j'ai demandé la permission, je dis la grotte haute, la source c'est-à-dire la grotte haute. Pourquoi haute? J'ai voulu faire cette image-là de hauteur. Ça signifie que la source, elle est toujours transcendantale. Vous voyez un petit peu. Donc, j'ai ouvert cette petite porte. J'ai l'impression d'être dans la grotte éclatée de mes chakras. Hein. Pourquoi pas? Je peux faire ça. Je peux faire cela. Préfacé par Katab Yassine, dois-je également le rappeler. Donc, voilà un petit peu l'appréhension que j'ai un petit peu sur l'intelligence artificielle, qu'il va falloir être prudent. Oui. Voilà. On vous écoute, Aziz. L'intelligence artificielle. La question, à mon avis, et vous avez parlé exactement du sens et le non-sens. La quête du sens. La quête du sens. L'humanité. Quel est son sens au sens humain, c'est-à-dire au sens. C'est un point de vue, hein, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas... d'accord. C'est l'interaction des hommes. L'humanité. Si on est humain, si on est social, pas social au terme de financier, social au sens on vit en société. C'est cette interaction continue dans tous les domaines. C'est-à-dire, on se frotte, on frotte nos idées, on frotte nos luttes, on se frotte justement à nos créations, aussi bien matérielles qu'immatérielles. Donc, c'est ce carrefour, j'allais dire, d'accord, de rencontres, de frottements, de luttes,
et de création qui fait l'humain. Ça veut dire que l'humain, il a une intelligence. C'est pas l'intelligence qui est, comment dirais-je, immatérielle, c'est son intelligence propre. Donc, il a son cerveau, il a son vécu, il a une histoire, l'histoire même. Et son ancienne. cœur aussi. Et son cœur, c'est une émotion. Ça fait partie de... Donc, si par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Par exemple, moi je vois, même quand les enfants écrivent maintenant, ils ne corrigent pas, c'est tout. Demain, vous achetez des choses, eh bien, vous pouvez ne pas bouger de votre maison. Bougez pas. Bougez pas. Donc, vous avez... La déshumanisation Donc, s'étend. voilà la question. Si, par exemple, dans la société humaine, ce partage, ces rencontres, cette interaction, qu'elle soit positive, tout ce qu'on veut, cette création, finalement, elle disparaît. Ça veut dire qu'il y a l'homo tout seul, c'est-à-dire il devient seul, il devient une entité à part. D'accord? Vous savez, tout à l'heure, quand vous aviez évoqué justement les murs, j'ai bien entendu la chose. Ouais. Vous avez décrit en Les quelque sorte... murs. Oui, les murs, exactement. Ouais. Vous avez en quelque sorte décrit le fonctionnement même du système de réflexion humaine. Pourquoi? D'après ce que j'ai vu, je crois que nous sommes comme des miroirs. Nous voyons et bien sûr nous réfléchissons les choses. Nous réfléchissons avec des actes. Bien sûr, les actes ils commencent évidemment avec les mots et ensuite le mot, et on peut le concrétiser. Le mot il est virtuel, d'accord, voilà. Donc c'est un petit peu ce que vous avez, ce que j'ai eu l'impression de comprendre, mais en plus c'est la source même de la rime. La chose, et ensuite quand on la renvoie, elle doit rimer. Une forme d'écho. Voilà, une sorte d'écho. Voilà, les murs ont des mots à dire, mots inaudibles, cris collectifs, récits ironiques, paroles indicibles, mais également mémoire anonyme. Je le rappelle, c'est juste un passage de notre premier invité aujourd'hui, Aziz Tibegent, sur les chemins de la mémoire, les mots poèmes. Alors justement, la philosophie, qu'est-ce qu'elle en pense? Nous allons parler de suite au Café de la 3, 15h24, et nous avons avec nous en direct au téléphone Abdellah Hanem, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ici au Café de la 3 avec tous nos invités. Hein. Nous sommes dans ce qu'on appelle une approche plus, comment dire, pas philosophique, mais philharmonique peut-être, parce qu'il y a beaucoup de musicalité à travers les discours et les approches des uns et des autres. Vous êtes philosophe, vous êtes également chercheur. Nous parlons également de cette résidence artistique, hein, je le rappelle encore une fois, vague créative. Alors dites-moi, mon cher ami, l'eau en philosophie, hein, qu'est-ce que cela donne-t-il? Je me présente, monsieur Abdellah Ghanem, je suis auteur-chercheur. Oui. Donc, je travaille à l'OGBC dans l'administration, dans le service des marchés. Et pour ne pas, je suis d'abord quelqu'un qui du patrimoine. Ensuite, je suis philosophe. D'accord. C'est-à-dire, pour ne pas m'ennuyer, après ma retraite, j'ai passé mon bac et je prépare donc un master en philosophie. Humain avant tout, hein, Abdellah Ghanem. Oui. Bien avant d'être philosophe. Alors justement, Oui. comment est-ce que vous avez approché cette thématique de l'eau en philosophie, hein? Qu'est-ce que cela donne et qu'est-ce que cela produit? L'eau, elle a une symbolique très vague, comme vague créative. Oui. C'est-à-dire qu'elle analogiquement, c'est l'être. C'est-à-dire il y a l'eau partout dans les étangs, et comme l'être, c'est-à-dire il est partout. La vie est partout, donc l'eau est partout. Oui. Mais mon intervention consistait à présenter le site historique de la Jurée de Tlemcen, qui est, en l'occurrence, la station thermale de Sidi qui se trouve à l'est de Tlemcen. Oui. Une station thermale romaine et qui s'appelle déjà Tibidae, qui devient après Tibda, qui veut dire tiède en latin. Donc, elle a plusieurs facettes, plusieurs volets. Donc, depuis les Romains, donc ils venaient, donc c'était une station de villégiature et tout. Et puis elle devient donc Tibida, les eaux chaudes de Sidi, qui devient le Aïn al-Hamam, et puis elle devient la Mimouna. Et donc elle a plusieurs intérêts. L'intérêt de thaumaturge, c'est-à-dire les gens viennent pour se baigner, pour se rafraîchir, et puis pour se remédier de quelques maladies thermiques. Oui. Comme celle
la souk de Cheguer du côté de Magrinia qui est disons, bonne pour les reins et tout, pour les gaz. Voilà, donc... Abdallah Hanam, au-delà de la quête philosophique, il y a une forme de découverte, ou du moins de certaines redécouvertes de notre Algérie profonde également dans votre approche. Oui, exactement. C'est-à-dire que la philosophie, bon, la philosophie, c'est un domaine plus ou moins peureux et timide. Oui. La timidité, elle est soit dans l'objet, chez l'objet, soit chez le sujet. Là, revenons donc, l'Algérie profonde est très riche. C'est-à-dire que nous, on remet toujours ce qu'on dit les historiens. Jamais, moi, par mon expérience, je suis sorti dehors, à l'extérieur, j'ai vu sur le trace de Gzel. Gzel, c'est un archéologue du temps de la France, il est mort en 1932, donc à la visite d'Alger. Il a établi un catalogue, un inventaire de sites en 1911 qui débute de l'est du Tunisie de l'ouest de la Tunisie jusqu'à l'est, jusqu'à Oued-Melouia. Donc il a fait un catalogue de 51 feuillets. Le feuillet qui se concerne Saint-Étienne, c'est le 31. Et de ce feuillet 31, j'ai pris, moi, j'ai pris quelques 12 sites, y compris la station la station thermale de Tivza, qui se trouve sur la rive gauche de Wadi Sert, pas les Sert de l'ouest de Ouerberdès, les Sert de l'est de Tlemcen, qui est à peu près 120 km qui va se verser sur la Tafna, puis sur Siga, le royaume de Sipak. En tout cas, c'est un véritable... On pourrait vous écouter pendant des heures. Je le rappelle encore une fois, Abdallah Hanam, vous êtes philosophe et chercheur. Un grand merci pour votre voyage radiophonique lors de cette, je le rappelle encore une fois, de cette résidence artistique Vague Créative. Nous aurons certainement le plaisir de partager avec vous d'autres expériences ici au Café de la Troie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Il est 15h28. On va revenir justement sur ce qui va se passer le 26 du mois en cours. À l'office de la vallée du Mza. Pourquoi cette région particulière, Malmeziani? C'est le choix de M. Safat Zinou. C'est lui qui travaille réellement sur le côté scientifique et architectural de cette dimension de l'eau. Donc, il a choisi à cause de... Comme c'est le mois du patrimoine également aujourd'hui, jusqu'au 18 mai prochain, une façon à vous, chercheurs, mais également grands curieux, d'être dans cet éveil de conscience quant à la réhabilitation, à la protection et la préservation de notre patrimoine architectural. L'opportunité s'y présente, pour être clair. Il n'y a jamais de hasard. L'opportunité s'y présente. Les gens de Raldaya sont friands de cette démarche. D'ailleurs, il y a eu le travail de la vallée du Mzab, de l'association de la vallée du Mzab, qui ont travaillé autour de leur Fougara aussi. Ils ont ce système d'irrigation et de partage de l'eau technique et éthique. Et je pense que M. Zinou va parler de cette démarche et intéresser des gens et des chercheurs de l'université de Raldaya, les chercheurs de Raldaya et des artistes plasticiens qui ont travaillé dans cette thématique pour les rassembler autour du grand projet qui est le musée virtuel de l'eau. Il faut également rappeler et dire à nos auditeurs que cette résidence artistique Vague Créative a vu le jour parce qu'elle a été également soutenue, elle a été portée par ACERCA, c'est le programme de développement du secteur culturel. Il y a eu également Africargel, c'est une plateforme. Très bien, cette plateforme interculturelle, économique et scientifique. Et aussi l'association Clé de Sol, je le rappelle encore une fois, Aubervilliers. Il y a eu également l'école Artissimo, qui qui nous a accueillis chaleureusement dans ses locaux pour faire les premières conférences. Donc, et l'association de village Eril exactement ça, il faut également les saluer, mon cher ami. Oui, qui nous a permis aussi de faire un travail dans le domaine de l'esthétisme, on pourrait dire de l'esthétisme relationnel. Donc c'est un théoricien et chercheur critique d'art français qui a créé le terme. Moi, le terme m'a plu. Donc, et j'ai pris cet esthétisme relationnel pour mettre en place une symbiose entre les artistes, aussi bien Mel Kamichi, Mahmoud Meziani, Malika, Naïma Mahaliya, de se confondre avec les gens du village et en faire une œuvre d'art.
Eh bien justement, Malek Kamichi, quel est votre rapport aux régions du Grand Sud et le désert en particulier, vous qui êtes du côté d'Aubervilliers, englué dans des espaces bétonneux. Vous avez raison. Oui. Dites-moi votre rapport. Attention, moi je suis du Télémli aussi. D'accord. Vous surplombez Alger. Hein. Ouais, c'est vrai. Un balcon sur Alger-la-Blanche. C'est vrai que c'est un privilège quand on a un plan d'eau, c'est-à-dire à ses pieds, on ne peut être que bien inspiré. En tout cas, ça nous rassure, ça nous apaise, c'est naturel. Ouais. Eh bien, le Grand Sud, évidemment, il nous interpelle toujours. En fait, pourquoi? Parce que les questions, en fait, j'ai eu la chance aussi de voyager et de visiter Beni Abbès, Timimoun. Je me suis même baigné dans une des piscines d'eau minérale à El Golea. Ce qui a donné D'où le secret de votre jeunesse. Hein. Oh, les cheveux blancs, en tout cas, on peut pas les bien échapper. sûr, ouais. Enfin, mais je vous assure, en tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que autour de Timimoun, ce qui m'a surtout... On se ressource, il y a un ressourcement spirituel et physique. Quand on est, c'est-à-dire sur la petite colline de Timimoun, on voit, c'est-à-dire le grand erg occidental, et au fond, on a des lacs, vous voyez, des lacs salés. Et vous avez une impression, mais réelle, que ces endroits-là étaient envahis par les eaux, étaient plein d'eau. On voyait même les traces, vous voyez un petit peu. Donc en fait, je vous assure, même déjà tout petit, dès qu'on voyait une mare, on allait dans l'eau. L'eau, en fait, elle est enfin, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, voilà, tout simplement, comme le petit Astérix. Oui. Ma mère, une fois, en traversant, en fuyant, je suis un fils shahid, c'est-à-dire, moi, ma mère, elle était recherchée depuis 1955 jusqu'à 62. Imaginez-vous. Parce que mon père, il était combattant. Des groupes de choc, donc on fuyait tout le temps. Et ma mère, je vous assure que quand j'étais dans les Langes, elle était tombée et m'avait lâché dans la rivière. Il s'en est fallu de peu que l'eau nous emporte. Et il y avait quelqu'un d'ailleurs, Heureusement que vous n'êtes pas tombé dans les bras du pharaon. Non, non, même pas. Enfin, j'aurais eu une autre dimension, mais enfin, je plaisante. Mais je vous assure que c'est une histoire réelle. Oui, c'est pour étayer ce que vous venez de dire, où j'étais tombé quand vous étiez petit. Hein. Oui, l'eau nous interpelle tout le temps. Eh ben justement, il en est question aujourd'hui à 15h, bientôt 35 minutes. Nous avons avec nous en direct une autre intervenante cette fois-ci. Vous mettez vos casques s'il vous plaît messieurs. Ici au Café de la Troie, nous célébrons bien sûr le mois du patrimoine jusqu'au 18 du mois prochain. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Naïma Abdelrahim. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation et d'intervenir en direct avec nous. Merci à vous de votre invitation sur le plateau. C'est un plaisir que de vous avoir ici et surtout d'avoir des éclaircissements concernant notre rapport au patrimoine, d'abord à l'histoire et à la mémoire. Dois-je rappeler que vous êtes directrice de l'Institut d'architecture de Blida. Vous savez, madame, dans d'autres régions du Maghreb, nous célébrons les journées du patrimoine. En Algérie, nous parlons de la célébration du mois du patrimoine. Est-ce que cela donc justement est une plus-value quant à la protection, à la valorisation de notre bon vieux bâti? Effectivement, le fait d'étendre cette célébration sur tout un mois, ça reflète un peu la richesse culturelle en termes de vestiges et de patrimoine algérien qui est très vaste et très riche. Donc c'est aussi ça dirait un peu tout l'intérêt que nous portons sur la valorisation de ce patrimoine très riche. Du fait de l'étendre sur tout un mois. Mais quel est notre rapport aujourd'hui au patrimoine? Certains disent qu'il y a une véritable politique donc justement de sauvegarde de ce dernier, et d'autres disent que le patrimoine des régions, par exemple du Grand Sud, parce que nous avions parlé à l'instant de la vallée du Mzab, est en désuétude et dans un état de disparition, dans un état terrible, hein, de destruction extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a un grand effort des décideurs de porter, c'est-à-dire de prendre en charge tout ce patrimoine assez riche, notamment par la création la mise en place de lois qui protègent tout ce patrimoine culturel, que ce soit mobilier ou immobilier. On est l'un des rares pays du Maghreb qui a une véritable loi qui régit toute action sur le patrimoine, notamment la loi 98-04. Maintenant, sur le terrain, il reste beaucoup de travail de sensibilisation parce que
aussi bien on peut avoir beaucoup de textes, mais s'il n'y a pas une sensibilisation de la population pour préserver tout ce patrimoine, ça va être vraiment très difficile de l'application sur le terrain. Mais je pense que les volontés sont là, il reste simplement un travail de terrain, de proximité à faire par rapport à la population pour prendre en charge son patrimoine. Il reste aussi un autre aspect, si vous permettez, oui. C'est la mise aux normes de tout ce patrimoine pour qu'il puisse être viable, qu'il puisse être réutilisé. Donc ça, c'est le travail aussi des experts et des professionnels. Mais c'est notre rôle également de transmettre cette, cette mémoire plusieurs fois séculaire. C'est plus qu'un rôle, c'est une responsabilité. Comme nous, on a eu la chance de l'avoir, il faudrait pouvoir le léguer aux autres générations. Exactement ça. Mais on ne peut pas tout sauver en même temps, Naïma Abdelrahim. Impossible. Non, on ne peut pas tout sauver. Et tout ce qui est patrimoine, c'est-à-dire, c'est là qui restera la classification, la détermination des valeurs à préserver, les monuments qu'il faut absolument préserver. Ensuite, on peut pas aller à l'encontre du développement, des besoins des populations, et c'est là que le tri se fait. D'accord, dites-moi. Il ne faut pas rendre nos villes historiques des musées aussi. Il faudrait leur donner la possibilité de se développer. Et surtout les restituer, vous le disiez à l'instant. Mais qu'est-ce qui fait qu'on doit réhabiliter impérativement, obligatoirement, un monument et pas un autre, hein? Ça dépend des valeurs que porte le monument lui-même. En termes de monument, je pense que quand ils ont une valeur historique ou architecturale indéniable, la protection, la sauvegarde et le classement sont nécessaires. Ensuite, la discussion se pose dans l'architecture mineure et non pas dans les édifices de grande valeur. Les monuments sont tous à classer éventuellement. Bah vous savez, il y a un auditeur qui vient de nous appeler au 021 48 2x15 et qui disait à la réalisatrice Jaouida Zekad, dites à Monsieur Amiti la chose suivante. Il y a ce qu'on appelle un patrimoine bâti, mais surtout un patrimoine affectif. Tout à fait, un patrimoine bâti, c'est-à-dire que il y a le patrimoine bâti qu'on doit réhabiliter, mais il y a également d'autres immeubles ou d'autres bâtisses qu'on détruit aujourd'hui, mais que l'Algérien, avec lequel il entretient une relation humaine et très affective. Ça, c'est très important aussi. Oui. On a vécu aussi la démolition de certains bâtiments qui étaient emblématiques, le forage Case des Centres, et dont il y avait un rapport émotionnel avec l'Algérien proprement dit. Et là aussi, il faudrait faire ce travail de classement en mettant en avant les valeurs que portent, même c'est les valeurs mémorielles ou d'émotion, c'est-à-dire de sentimental du bâtiment. Il faut rentrer dans son classement aussi. Vous savez, dès que le mois du patrimoine, du moins le patrimoine est une question assez sensible. Dès que nous l'abordons, nous sommes envahis par des appels au 021 48 2x15. On nous demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui sur les médias et sur les ondes de la chaîne 3, entre autres au Café de la 3, on parle très souvent des régions du Nord, des régions du Sud, des régions du Nord, des régions de l'intérieur et très rarement des régions du Sud. Mais non, généralement, si on parle en termes de classement, c'est beaucoup d'édifices de la région du Sud qui sont classés, certains sont, notamment la vallée du Black comme patrimoine mondial, mais je pense que le travail d'intérêt sur les objets patrimoniaux est à faire dans toutes les régions d'Algérie. On part plus un peu du nord par rapport à des histoires de proximité. C'est 3 points de sujet, c'est la proximité de ces édifices qu'il faut qu'on en parle un peu plus que de certains monuments de certaines autres régions, parce qu'on parle du sud, mais aussi il y a énormément d'édifices très importants et de monuments sur les Aurès, dans les hauts plateaux. Donc l'Algérie est très riche, donc toute la région donne quand même, il y a beaucoup de monuments à préserver qui méritent. Vous savez, moi je tiens à vous dire, on n'est jamais servi que par soi-même. Nous, le mois du patrimoine, ou du moins le patrimoine en général, qu'il soit architectural, poétique ou littéraire, nous en parlons pratiquement tous les jours au Café de la 3. Alors justement, dernière question avant d'aborder d'autres thématiques avant la fin et du moins la fermeture du porte du Café de la 3, le rapport donc justement du patrimoine et de l'eau dans tout cela, Naïma Abdelrahim. Par rapport à l'eau, c'est-à-dire la thématique justement lors de ces journées justement création. Ces journées sont très importantes parce que sur le côté patrimonial, les ouvrages hydrauliques ont été des éléments très importants dans les civilisations antérieures, depuis la période romaine jusqu'à les dernières civilisations, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on en garde quelques vestiges qu'il faudra réhabiliter, qu'il faudra mettre en valeur. On parle de certains aqueducs qui restent au nord, notamment à Alger, dans le dernier témoin, c'est l'aqueduc de Ain Bouja, mais on parle aussi des Fougara, du Sahara. C'est-à-dire pour chaque région, il y avait ces ouvrages hydrauliques qui sont très importants, qui est de notre responsabilité de mettre en valeur aujourd'hui. Donc l'eau reste un élément patrimonial très important aussi. Très bien, une façon à nous également d'inviter ceux qui nous écoutent de visiter l'Algérie profonde pendant cet été, du nord au sud et de l'est à l'ouest.
Ça, c'est une. Tout à fait. Voilà, c'est pas vous qui nous direz, qui nous direz le contraire, Naïma Abdelrahim, je le rappelle encore une fois. Tout à fait. Directrice de l'Institut d'architecture de Blida. Merci d'avoir été des nôtres en direct ici au Café de la Troie. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et puis à très très bientôt, j'espère, parce que le mois du patrimoine est encore long à 15h41 sur les ondes d'Alger, Chaîne 3. Puis nous allons également parler de cette poésie. Il le disait au sommaire de l'émission. La poésie m'a toujours habité. Elle ne m'a jamais quitté depuis mon adolescence. Face à la souffrance humaine et face à la guerre, la poésie quand même est arrivée quand même à vous apaiser, il faut également le dire, à travers cet ouvrage Les mots poèmes. C'est un ouvrage, je le disais encore une fois, une forme de thérapie, de catharsis. Les mots sont arrivés à apaiser l'enfant tourmenté que vous étiez. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, la poésie m'a appris beaucoup de choses. Justement, d'un côté, comme je l'ai un peu évoqué, de dire ce qui était un peu engrangé en moi, dans ma mémoire, mais en même temps, elle m'a apaisé dans la mesure où elle m'a ouvert des choses, voilà, des choses merveilleuses, des choses sur l'humanité, sur la solidarité, sur la beauté, etc. Et donc, finalement, c'est de cette souffrance, de ces situations un peu difficiles à vivre pendant la guerre, etc. Mais pourquoi avoir pris tout ce temps, docteur, cette distance de plus de 50 ans ou 60 ans pour, excusez-moi du terme, commettre cet ouvrage? Alors, d'un côté, voilà, au début, il y a plusieurs choses. Il y a la chose suivante, c'est que je suis aussi un scientifique. Ouais. Un scientifique. Et vous êtes aussi un ciseleur de verbe. Hein. C'est scientifique au sens médical, bien sûr, Ouais. de médecine. Et je voulais rendre. Il y a mes parents qui eux, c'était des, comme on dit, des classes populaires. Hein. C'était pas. Hein. Quand je me rappelle comment j'ai fait mes études au lycée de Bab el-Oued à l'époque, et on était 3, 4 dans une classe. 35. 30 Européens, 4 autochtones, indigènes. Donc, ça, moi je sais, nous on a, enfin, en tout cas les amis qui ont été avec moi, c'est qu'on était de très bons élèves, très très bons élèves. Je vous raconte l'histoire, par exemple, au lycée Bab-el-Oued, ça c'était en 4e, en 5e, je ne me rappelle plus, j'avais les félicitations. Eh bien, les félicitations à l'époque, c'était bien sûr, c'était l'autorité, comment on appelle ça, française. Hein, le proviseur vient dans la classe, tous les élèves, c'est pas comme aujourd'hui, ils se mettent debout, pratiquement au garde à vous, d'accord? Le proviseur, je connais son nom, je me rappelle, de Tandem, qui appelle l'élève félicité, hein, donc, Monsieur Tiberghent, hein, vous venez, donc tout le monde, dans la main, Monsieur, je vous félicite. Voyez, ça marque, hein, ça marque. Il y a également une charge émotionnelle dans votre voix quand vous en parlez, donc, 50 ans ou 60 ans après. Non, mais pourquoi je vous dis ça, c'est qu'après, je me suis investi. Je ne sais pas si vous le savez, en 63, moi j'ai fait du volontariat, j'ai fait de l'alphabétisation, j'ai fait le soutien scolaire pour les trucs, de toutes les années. Je suis parti dans le sud, d'accord? J'ai écrit, le premier écrit, c'était dans Algérie républicain, en 1963, d'accord? Donc, si vous voulez, mon énergie était, comme vous l'avez dit si bien, c'était une action. C'était l'action. Et c'est pour ça que j'ai essayé comment dirais-je, d'avoir ce métier. C'est pas pour engranger de l'argent, c'était pour donner ce que j'avais à donner. Donc j'ai travaillé beaucoup, avec les entreprises, les ouvriers, dans la zone industrielle, j'ai fait tout ça. D'accord? Et former. Donc, transmettre, être dans la transmission, passer la main. Voilà, toute mon énergie est passée. Ceci étant, j'ai quand même organisé sur le plan de la poésie, j'ai organisé avec des enfants, là où j'habitais. D'accord? C'était à l'occasion de fête Mouloud. Il y avait une centaine d'habitations. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mes enfants,
mes filles d'ailleurs, 10 ans, 9 ans, 11 ans, 13 ans, j'ai rassemblé ces enfants à l'époque et je leur ai fait apprendre la poésie, un montage. Elles ont appris. Et on a organisé une fête justement à l'occasion du Mouloud, par exemple, une petite scène comme ça. Toutes les familles, ils ont sorti des petites tables, des gâteaux et des bougies. Et ces enfants ont joué, enfin récité toute cette poésie comme ça. Pour moi, c'est important que d'aller faire un concert ou un truc comme ça. Très bien, mais vous êtes également dans une forme de dialogue avec Khalil Djeblan et Zeynep Laouedj. Zeynep qui disait « Les mots sont avant tout des êtres fragiles qui vibrent au toucher des choses de la vie et au doux bruissement des rêves. Ils n'ont pas l'assurance de la pierre, mais plus solide que le temps. » Mais ces mots, on parlait des mots de tout à l'heure, eh bien, m'ont beaucoup touché. C'est-à-dire ils correspondent un petit peu, c'est-à-dire ils font écho avec ma pensée et avec ma manière. Comme celle de Khalil Djeblan, qui disait les mots sont éternels, tu devrais les dire ou les écrire avec la conscience de leur éternité. Ouais. Et tout à l'heure, ce que vous avez dit, les mots restent, c'est-à-dire tout. Par exemple, tous détruits ou je ne sais pas quoi, mais les mots, les civilisations nous ont été transmises par quoi? Par la pierre, mais cette pierre sont gravés, sur lesquels sont gravés des mots. C'est ça. Aujourd'hui, si on sait qu'il y a telle chose, eh bien, ce sont grâce à ces mots. Mots, bien sûr, les mots anciens. Et l'Occident voulait nous enfermer que dans l'oralité, en disant qu'on n'avait absolument aucun rapport avec l'écrit, alors que ceux-là, ils n'ont qu'à visiter les régions du Grand Sud pour rapprocher notre rapport à l'écrit. Et vous parlez, vous êtes toujours à la recherche de l'humain, avant d'aborder d'autres questions et de fermer les portes du café de la Troie. Vous écrivez à la fin de l'ouvrage, à la recherche de l'humain, dans cette nuit sombre de noir dessin, dans cette nuit d'ombre mortifère, dans cette nuit d'identité meurtrière, de feu et de foudre, j'ai cherché mon étoile, allumé un cierge, loin de la barbarie, l'ignorance, loin des bourreaux sanguinaires, loin de l'intolérance des dieux, j'ai cherché mon étoile, allumé un cierge, et la lumière est là, dans cet ouvrage que nous conseillons à tous ceux qui nous écoutent, qui sont sensibles, non pas seulement aux questions culturelles, mais aux questions humaines avant tout. C'est sur les chemins de la mémoire de Aziz Tibigent, je le rappelle encore une fois, et édité à compte d'auteur en Algérie. Les maisons d'édition n'étaient pas sensibles à la poésie, Aziz. J'ai contacté quelques-unes, sincèrement. Non, mais je les comprends. Et les maisons d'édition, c'est rapprochez-vous. C'est un problème économique. Oui. Ça, c'est l'éditeur qui parle. Oui. C'est devenu la matière et le matériau. Il paraît que Molière disait, tenez le même discours à l'époque. La poésie ne se vend pas. Elle se déclame sur les places publiques. C'est pour ça que je dis dans mes dédicaces, je dis, voilà, je vous invite à lire mon poème. Je vous invite à les partager avec votre entourage amical et familial. Je vous invite surtout à les déclamer à voix haute, afin que vos voix, mêlées à la mienne, mêlées à d'autres voix, puissent chanter et faire que la poésie devienne le chant universel de bonté, d'amour, de liberté, d'espoir et de paix. Vous avez tout résumé, docteur. Résidence artistique, vague créative. Est-ce que la maison d'édition, donc justement, dont vous êtes le directeur, Ahmad Meziani, va rendre compte, entre parenthèses, de ces rencontres qui, avant, je le disais, avant qu'elles soient culturelles, sont avant toute chose humaines? Cela dépend. Donc, aussi bien pour la poésie, il lui faut un contenant pour la contenir réellement et offrir au lecteur un visuel esthétique et sonore. Pour cette résidence, je me suis entouré avec des artistes de différentes catégories et de différents médiums. Donc ça va de l'IA au travail d'installation de Melka Michi, au travail de Naïma qui est esthétisant, au travail du vidéaste, au travail de Ranem qui propose des signalétiques adaptés à chaque lieu, lieu de mémoire autour de l'eau, autour de l'environnement. Tout dépend donc du résultat. Peut-être j'en ferai un ouvrage,
Mais d'abord, va falloir réfléchir au contenant. Ouais. Donc, mais vous avez d'excellents intervenants, Ammar Meziani. Je sais, mais pour leur rendre hommage. Donc, dans l'excellence. En faire un simple livre qui va relater cette expérience humaine et esthétique. Mais accompagné d'un CD pour écouter de la poésie, voir les images, les créations des uns et approcher des univers des autres. Hein. Je suis en train d'y réfléchir pour proposer quelque chose de bien. Donc, et quelque chose de lisible, facile à ingérer. La thématique de l'eau et Malek Hamichi, je le disais, à partir de la première semaine de septembre, nous serons certainement là, si Dieu nous prête vie, bien sûr, pour rendre compte à nos auditeurs de tout ce qui s'est passé pendant cet été. Donc justement, si nous parlions de votre réalisation en quelques minutes, de cette thématique de l'eau. Oui, en fait, il est d'une envergure extraordinaire. Déjà, le projet lui-même ne peut pas être porté par une seule personne. Nous, on s'est évertué donc à nous fonder déjà sur le thème de la source, avant bien sûr d'inclure, enfin d'aller... Source comme métaphore ou... Comme image, on va dire, comme allégorie plutôt que métaphore. Ah d'accord. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire dessus, c'est de proposer visuellement une esthétique dans laquelle vont intervenir, comme je disais tout à l'heure, les enfants et bien sûr et les adultes qui ont une âme d'enfant. Ouais, qui n'ont jamais guéri de leur enfance. Voilà, qui ont une vraie âme d'enfant. Ouais. Donc, vous savez, je me réfère souvent à la discipline des paysans, c'est-à-dire à tout l'enseignement que peuvent nous procurer l'expérience de la paysannerie qui est la gardienne des valeurs de l'humanité. Vous voyez, pour aussi corrompu que puisse être la cité, on se référera toujours évidemment à la discipline des paysans. Donc nous, on va essayer de chercher toute cette sémiotique, on va dire, pour en faire évidemment une sémantique visuelle et à partir de laquelle ça va être une source de valeur. Vous voyez un petit peu. Donc on va allier la lumière et l'eau, cette fameuse aquarelle qui donne la vie, en fait l'eau et le soleil, vous voyez un petit peu. Ouais. Donc c'est source de vie, nous le disions. Voilà, donc on va essayer je dis toujours essayer, Inch'Allah, si les moyens le permettent et si bien sûr, mais en tout cas la volonté et la motivation, ce n'est pas ce qui manque, loin s'en faut. Ah ben écoutez, nous prouverons cela bien sûr chaque jeudi du côté du 21 boulevard des Martyrs, au Café de la Troie pour rendre compte de tout ce qui se passe bien sûr, approcher la culture d'une façon assez singulière pour ne pas dire assez particulière. Un grand merci à vous tous messieurs, d'abord à vous Aziz Tibegent, je le rappelle encore une fois, sur les chemins de la mémoire, les mots poèmes, un grand merci, j'espère vous recevoir pour d'autres aventures livresques, pourquoi pas un roman, allez savoir. C'est déjà en projet. Ah oui, il y a plusieurs. C'est beau et c'est bon la retraite. J'ai une fresque sous forme de prose qui part de Massinissa jusqu'au Hirak. Ah bah écoutez, nous en parlerons certainement. Et qui est en 3 langues, c'est-à-dire en français, en darja et en tamazight. Ne dit-on pas que c'est dans le mélange des langues que la jouissance jaillit. Un grand merci à vous, Ammar Meziani, plasticien, directeur, je vous rappelle, de la maison d'édition Helium. Un merci également à Malek Hamichi, artiste plasticien, sculpteur, président de l'association donc Les Clés du Sol, mais par la même occasion, ceux qui nous ont également accompagnés à travers leurs appels téléphoniques. Il s'agit de Naïma Abdrahim, qui est directrice de l'Institut d'architecture de Blida, mais également de Abdallah Halem, qui est philosophe également chercheur. Merci à vous de nous avoir accompagnés ici au Café de la Troie. Eh bien, nous vous fixons rendez-vous quand est-ce mercredi prochain pour réviser vos classiques musicaux dans Radio Vorel Collector. Et sinon, auprès des intranquilles de la culture, jamais serein. Hein. Il s'agit du Café de la Troie du côté du 21 boulevard des Martyrs. Souvenir avec un chanteur et pas des moindres. Il a pour nom Brahim Taïeb avec Oussanné. Portez-vous bien, dans quelques instants, c'est le rendez-vous de l'information. Il est déjà 15h, bientôt 56.